Donc moi je m'appelle Mathieu Bourgeois, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2004. Je suis spécialisé en droit des nouvelles technologies, alors on appelle ça droit du numérique aujourd'hui. J'ai eu la mention de spécialisation en 2013. J'ai commencé ma carrière en droit de la propriété intellectuelle et droit de l'informatique. À l'époque on faisait vraiment les deux. Et puis au tournant des années 2010, j'ai eu l'opportunité de me pencher un petit peu sur les sujets de référencement dans le cadre d'une procédure contre un grand moteur de recherche. Et je me suis intéressé à partir de là à la donnée et au numérique. Le Cercle de la Donnée, c'est donc une association qui a pour but de réfléchir et de produire des travaux prospectifs sur le numérique et la donnée. En fait, cette initiative, alors aujourd'hui on est à peu près une quarantaine, on est tous en responsabilité, on est à peu près tous horizons, il y a des ingénieurs, il y a des philosophes, il y a des médecins, il y a des juristes. Voilà, il y a des gens de tous horizons et on a tous à cœur de traiter convenablement le sujet de la donnée. En fait, on a eu la conviction qu'avec le big data dans les années 2015, on pouvait faire tout et n'importe quoi et que certains faisaient n'importe quoi et qu'on pouvait faire des choses beaucoup mieux, mais que pour ça, il fallait avoir une réflexion sur ce que c'est que la donnée, à quoi elle doit servir, quels sont les impacts négatifs et positifs quand on utilise en masse des données, sachant qu'en fait la donnée, in fine, c'est finalement assez politique. C'est-à-dire que quand on utilise la donnée, ça n'a pas de conséquences en fait. Ça a des conséquences en termes de souveraineté, en termes d'éthique, même en termes de santé d'ailleurs, en termes d'écologie aussi. Donc on a eu la conviction qu'il fallait arrêter de ne pas réfléchir et qu'il fallait prendre du temps pour réfléchir. Donc on est des professionnels, on prend ce temps sur notre temps personnel au sein du cercle pour réfléchir. On est indépendant, c'est très important, on est indépendant. Donc on a bien sûr des partenaires qu'on choisit en fonction de nos valeurs, enfin avec lesquels on est en accord sur nos valeurs, mais on travaille de manière indépendante et je crois qu'en ça, on se distingue de certains cercles qui parfois font produire par des partenaires des productions. Nous, on produit nous-mêmes et c'est ce qui est garant de notre indépendance. Le terme souveraineté numérique, honnêtement, je vais être assez franc, je l'ai découvert avec l'amiral Arnaud Coustillère, que j'ai rencontré en 2019, lorsque je l'ai interviewé pour une lettre d'information qu'au cabinet on publie et qu'on a consacrée justement à la souveraineté numérique. J'ai eu une interview avec lui et c'est lui qui m'a formulé ce terme, je ne l'avais jamais entendu avant. Je me suis ensuite intéressé aux travaux de Pierre Bélanger, donc j'ai un petit peu regardé ce que Pierre Bélanger avait écrit dans son ouvrage publié en 2014. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment formulé la problématique de la souveraineté numérique. Ceci étant, c'est pas arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, puisque en fait quand j'ai écrit mon livre en 2016-17, un ouvrage de droit qui s'appelle Droit de la donnée, j'ai découvert avec stupéfaction d'une certaine manière, en tout cas c'est un étonnement dont je ne suis pas encore tout à fait remis, que en fait le monde numérique avait été, est sorti de terre sans que la puissance publique ne l'ait véritablement maîtrisé. Et je l'ai réalisé en 2015-2016 et j'ai fait la comparaison avec la révolution industrielle sous Napoléon III, où grosso modo les gares, les trains, toutes les infrastructures en fait physiques ont été encadrées par l'État et par le régalien, alors que toute l'infrastructure numérique en fait elle est née de volonté néolibérale et donc elle n'a pas du tout été encadrée par l'État. Donc ça m'a interpellé. Et quand ensuite Arnaud Coustillère m'a parlé de souveraineté numérique et de déficit de souveraineté numérique, ça a fait écho. Très clairement. Et au Cercle, on venait de publier une étude sur l'intelligence artificielle et le rôle de la donnée. Et c'est vrai que on avait compris que les données nécessaires au fonctionnement des grandes intelligences artificielles n'étaient pas en Europe et que c'était un problème pour l'Europe qui voulait développer l'intelligence artificielle de ne pas avoir ces méga bases de données. Donc assez naturellement, en fait, on a fait le lien avec la souveraineté. Et on s'est dit finalement, si on n'a pas les données en Europe, il y a un problème de souveraineté. En fait, la souveraineté, c'est la capacité de présider à ses destinées. Le fait d'être souverain, ça veut dire, c'est l'antithèse de la vassalité et de l'esclavage. Donc c'est le fait d'être capable de décider seul et donc en clair de ne pas être dominé par quelqu'un d'autre. Et donc la souveraineté, c'est notamment, ça implique notamment le fait d'être capable de produire ou d'utiliser ce dont on a besoin. Donc par exemple, on est souverain sur le plan alimentaire quand on est capable de produire la nourriture qui doit nourrir sa population. On est souverain sur le plan de l'énergie quand on est capable de produire, comme on l'a été longtemps en France avec le nucléaire, l'énergie dont a besoin la population française. Et à l'inverse, on est vassal ou on est dépendant quand on n'est pas capable de produire les technologies qu'on utilise, ce qui est malheureusement le cas du numérique. La France et l'Europe ont proposé au monde un modèle basé sur certains droits, les droits de l'homme, et ont proposé au monde un modèle où grosso modo, on protège le plus faible, on s'entraide un minimum, il y a une entraide sociale, il y a un modèle social français et européen en tout cas, on promeut la culture, on promeut un certain nombre de droits fondamentaux qu'on va appeler les droits de l'homme. Et en fait, la souveraineté numérique
le déficit de souveraineté numérique, ça met en péril ces valeurs. Parce que dans le monde non numérique, on est à peu près capable sur le territoire français de faire régner une certaine forme certaines valeurs, même si bien sûr, et la période s'y prête en ce moment à ce qu'on en discute, parfois certaines valeurs sont malmenées, mais néanmoins on est quand même chez nous, enfin je veux dire par là qu'on arrive à peu près à appliquer des règles et des valeurs qu'on a définies, tandis que dans l'espace numérique, comme on l'a pas, la puissance publique l'a sous-investie, et donc elle la sous-surveille, et donc elle la sous-administre, enfin bref, ces valeurs-là sont très clairement malmenées. Et je vais vous donner un exemple, une illustration. Vous voyez, en Europe, on a une culture d'une certaine pudeur, par exemple. On a été éduqué, on a une culture européenne qui, à l'inverse de la culture anglo-saxonne et en particulier américaine, fait qu'en Europe, il y a certains sujets qu'on n'étale pas dans le domaine public, à la différence des États-Unis, par exemple. Notamment, on le voit bien dans les médias, notamment les gossips, etc. On voit bien la différence. Eh bien, vous voyez, les réseaux sociaux, qui se sont massivement imposés en France dans un modèle anglo-saxon et en particulier designé par des ingénieurs américains, perturbe quelque peu l'ordre social en fait. C'est-à-dire qu'on voit des comportements absolument anormaux, en tout cas qu'on ne voyait pas avant, et qui sont induits par l'outil. C'est-à-dire que c'est pas la population qui a choisi sa destinée, c'est l'outil qui est venu, la population l'a adopté parce qu'il fallait, parce que sinon on était dépassé par les événements, donc on l'a adopté, mais l'outil, par ses fonctionnalités, nous amène en fait à être voyeuristes, égotiques, indiscrets, d'une indiscrétion effroyable, enfin, etc. Et donc en fait ça perturbe nos valeurs, et peut finir par perturber même notre envie de vivre ensemble en fait. Donc c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que ne pas être souverain dans le numérique, ça a vraiment des conséquences et ça peut nous amener à nous appauvrir, à nous diviser, enfin, etc. Donc c'est un vrai enjeu de rester maître un petit peu de cet espace numérique. Cette étude que vous voyez là, donc il y a à peu près 140 pages de travail, 2 ans de travail, 20 personnes qui ont travaillé, 15 personnes du Cercle de la Donnée, 5 personnes de l'Agora 41. C'est une union entre 2 think tanks, le Cercle de la Donnée dont j'ai parlé et l'Agora 41 qui est un think tank lancé par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et on a donc joint nos forces dans un groupe de 20 personnes d'horizons divers, général d'armée, commissaire de police, juristes, diplomates, philosophes, ingénieurs, etc. 2 ans de travail. Cette étude-là, 3 morceaux. Un constat, des défis qu'on a identifiés et des propositions. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu absolument être constructif. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de tirer la sonnette d'alarme et d'alarmer uniquement et de faire peur. Il était question surtout d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle et pour qu'enfin le monde politique se saisisse convenablement de ce sujet. Parce que ça a été un grand étonnement de la part de tous les auteurs de cette étude de voir à quel point le monde politique s'était sous-emparé du sujet en fait. Donc ça c'est sur le préambule je dirais. Et pour terminer ce préambule, on est tous partis du postulat que les données, parce qu'on l'a fait sous l'angle de la donnée cette étude, que les données c'est le reflet des biens et des personnes dans l'espace numérique, d'accord ? Donc vous et moi, on est là, nos données personnelles, c'est notre reflet, d'accord ? Donc en fait, nos données personnelles, c'est d'une certaine manière le reflet de votre personne dans l'espace numérique. Ça, c'était le postulat. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme constat dans cette étude ? En fait, on a transposé les concepts traditionnels de souveraineté à l'espace numérique. Et vous allez voir, je vais vous montrer un peu, en résumé évidemment, les conclusions auxquelles on est arrivé. En fait, la souveraineté, c'est bâti autour de 4 piliers. La population, le territoire, la puissance et la légitimité politique. Alors la population, vous voyez par exemple, vous et moi là, on est ici, on est en France, on est en région parisienne, d'accord ? Nos données, elles ne sont pas ici. Elles ne sont pas en région parisienne, elles ne sont probablement pas en France et très vraisemblablement, elles ne sont pas en Europe. Premier déficit de souveraineté. Deuxièmement, le territoire. On nous dit, le numérique a aboli le territoire. On nous dit, il n'y a plus d'espace. Les données sont dans le cloud, sont dans les nuages. Rien n'est plus faux en fait. Ceux qui disent ça savent très bien que les données sont parfaitement sur Terre, dans des territoires, et que ces territoires sont régis par des lois, et que ces lois-là sont nationales, et s'appliquent selon des critères territoriaux ou extraterritoriaux. Et donc en fait, c'est un mensonge dans lequel on a tous été bernés, si vous voulez, dans cette espèce de mythe de la virtualité et de l'extraterritorialité du numérique. Le numérique est parfaitement territorial, en fait. Et donc là aussi, vous comprenez que quand les données des Européens ne sont plus en Europe, il y a un problème de souveraineté, il y a un deuxième déficit de souveraineté. Troisième élément, la puissance. Alors la puissance, en Europe et en France, vous le savez, sur le terrain militaire, on a une forme de puissance, notamment avec la bombe nucléaire.
la puissance nucléaire. Sur le terrain économique, on a une forme de puissance, puisqu'on est bien sûr un territoire qui exporte et qui produit des biens et des services. Sur le terrain culturel, on a une influence, l'influence européenne. Dans le numérique, la puissance, c'est plutôt la capacité de calcul, c'est plutôt la capacité de stockage des serveurs et des supercalculateurs. C'est aussi les talents. Malheureusement, force est de constater que les supercalculateurs les plus puissants du monde ne sont pas en Europe. Et que les talents européens notamment, qui sont nombreux, très nombreux, soit quittent l'Europe, trop souvent, soit travaillent en Europe, mais pour des entreprises du numérique qui ne sont pas européennes. Ce qui revient au même en fait. C'est une fuite d'une autre manière, mais c'est une fuite quand même. Et donc là, il y a un troisième déficit de souveraineté. Et puis le quatrième élément, c'est la légitimité politique. En Europe, depuis le 19e siècle, on a construit la démocratie sur le principe de l'élection. Donc on choisit, on élit, on consent. Dans le numérique, l'élection, c'est l'acceptation des conditions générales d'utilisation, que personne ne lit, en fait. Et d'ailleurs, que personne ne lit parce que quand on les lit, on ne les comprend pas. Et c'est normal qu'on ne les comprenne pas, puisque ce n'est pas des Européens qui les ont écrites, ce sont des Américains ou des Asiatiques, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même langue. Et donc ces conditions générales, soit elles sont dans une langue que nous ne comprenons pas, soit elles sont traduites dans notre langue, mais vous savez très bien qu'en fait, quelqu'un qui pense dans une autre langue a évidemment beaucoup plus de mal à se faire comprendre par quelqu'un d'autre parce que ça reflète sa culture. Donc ces CGU, ces cookies aussi que nous acceptons à longueur de journée pour aller toujours plus vite dans une course folle d'ailleurs, eh bien en fait c'est une forme de soumission volontaire. Donc là vous voyez qu'il y a un quatrième déficit de souveraineté. Et puis pour parachever le tableau, je terminerai en disant que sur l'échelle internationale, vous savez que l'Europe, et en particulier la France, a concouru à la création de grandes organisations internationales pour gouverner, si vous voulez, au plan international, la coopération entre les pays. L'ONU, par exemple. D'accord ? La France a une place de choix à l'ONU. Grâce au général de Gaulle et grâce à la bombe nucléaire notamment, on a une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Parce qu'on était puissant. Dans le numérique, rien de tel. Les organes qui gouvernent le numérique, ce n'est pas l'ONU. C'est l'ICANN, qui est en Californie, d'accord, qui gère la racine des noms de domaine, c'est quand même hallucinant. C'est le W3C qu'on ne présente plus, qui a des liens extrêmement forts avec le MIT, qui est un organe de normalisation et de création de normes, qui a été cofondé par Tim Berners-Lee, qui est un Anglais, mais qui a des liens extrêmement forts avec le MIT, donc aux États-Unis. Et c'est aussi l'ISOC, l'Internet Society. Rien que le nom, de toute façon, on comprend tout de suite qu'on n'est plus en Europe et qu'on est outre-Atlantique. Donc vous comprenez bien que les Européens, non seulement sur le plan, j'ai envie de dire, de leur territoire, mais même sur le plan international, dans le numérique, ils ont été complètement dépassés en fait. Et donc on voit bien, à l'issue de tout ça, le constat, c'est que on a un vrai problème de souveraineté. C'est-à-dire qu'on est plus souverain sur cet espace-là, alors même que cet espace-là existe parfaitement et, encore une fois, est sur des territoires. Alors ça, c'est pour le constat. Les défis, on a identifié 3 grands défis liés à ce constat. Le premier défi, c'est que les États européens, la France, l'Allemagne, enfin les États européens, sont concurrencés dans l'espace numérique par d'autres États beaucoup plus puissants qu'eux. C'est-à-dire que autant l'Europe, sur le plan économique, elle est convenablement puissante, mais dans l'espace numérique, elle est un nain, l'Europe. Et en fait, les grandes cyberpuissances, ce sont les États-Unis, la Chine, la Russie dans une moindre mesure, certains États aussi comme Israël, la Corée, etc. Mais nous sommes concurrencés par ces États-là et nous ne sommes pour l'instant pas en mesure de rivaliser convenablement. Et donc il y a évidemment des problématiques d'espionnage d'État, d'espionnage industriel, etc. Et qui ne sont pas, ce que je dis, il y a un certain nombre de faits avérés qui attestent de ce que je dis. Ensuite, les États, deuxième défi, sont concurrencés par des entreprises qui, dans l'histoire, c'est quasiment sans précédent, sont en hyperdomination. Donc, si on remonte à Louis XV, on peut éventuellement prendre pour comparaison la Compagnie des Indes, qui était ultra puissante et qui a été démantelée d'ailleurs à l'époque, parce qu'elle faisait peur aux monarchies. Mais à part cet exemple historique et peut-être à part les cartels des années 30, on n'a pas de précédent historique à la hauteur des monopoles ou des quasi-monopoles ou des oligopoles hyper dominants, tels que ceux que détiennent Google, Facebook, sur le marché de la publicité en ligne par exemple, Amazon sur le terrain de la distribution en ligne, etc. Donc on a des entreprises qui sont tellement puissantes qu'elles viennent même à concurrencer les États. Elles créent même leur monnaie. Alors, Facebook y a renoncé provisoirement, mais soyons pas dupes, c'est provisoire évidemment. Et on voit bien qu'il y a des entreprises du numérique, les GAFAM connaissent mieux dans certains cas la population de leurs utilisateurs que les États ne connaissent leur propre population. Voilà.
Et puis troisième défi, alors ça c'est un vrai défi, mais ça tombe bien parce qu'on est dans l'année de l'élection présidentielle, c'est l'indifférence et voire pire, l'ignorance citoyenne. On en est tous victimes, on a tous à notre mesure une forme d'électronisme, d'incompétence. On n'est pas compétent dans tous les domaines du numérique et parfois on ne connaît pas certains aspects. Et parfois on n'est pas conscient non plus des enjeux. C'est-à-dire que quand on utilise Google, Amazon, quand on achète excessivement sur Amazon, on n'est pas forcément conscient qu'on détruit en fait le tissu industriel européen. On n'en est pas forcément conscient. Mais en fait c'est ce qui se passe, on le détruit. À petit feu, mais on le détruit sûrement. Bon, ça peut se régler probablement par l'éducation et par des campagnes de sensibilisation. Le problème, c'est qu'on a constaté dans l'étude aussi que parfois il y avait une indifférence citoyenne. C'est-à-dire que non seulement il y a une ignorance, mais il y a certains dirigeants, malheureusement, certaines personnes en responsabilité qui étaient tout à fait conscients, mais qui ont été indifférents à l'impact négatif pour l'Europe. Donc on pense par exemple au scandale du Health Data Hub, d'accord, sur lequel, Dieu merci, je crois la tendance est en train de s'inverser, mais c'est assez stupéfiant de constater que des décideurs ont pu imaginer que c'était viable de confier l'hébergement des données de santé des 68 millions de Français à une plateforme étrangère qui, évidemment, entraîne des intelligences artificielles et des algorithmes dessus. Enfin, c'est vraiment stupéfiant. Alors, Dieu merci, les choses changent, et donc je pense, et dans l'étude, on l'a relevé, qu'il y a des signes de reconquête. Alors, le terme reconquête, je précise tout de suite qu'on l'a choisi absolument avant que ce terme soit connoté. Donc, et d'ailleurs, ça me permet de préciser que cette étude est parfaitement apolitique au sens politicien partisan. Hein. Les 20 personnes sont de bords politiques tout à fait diverses. On a à peu près tous les chiquiers sur les gens qui ont rédigé cette étude. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'appartenance à un parti quelconque. Voilà, donc ça, c'est les 3 défis. Alors pour terminer, les propositions. Alors il y en a 7, je ne vais pas les égrener, je vais les présenter en 3 volets. Il y a un volet économique, un volet éducation et recherche et un volet politique et juridique. Alors sur le volet économique, on a proposé premièrement de stimuler l'investissement numérique dans le secteur privé par des incitations fiscales. Donc le détail est dans l'étude. On s'est largement appuyé sur les propositions des sénateurs de 2019. Grosso modo, assouplir le dispositif de défiscalisation IR-PME, assouplir le dispositif crédit impôt recherche et jeunes entreprises innovantes, pour les rendre plus accueillants pour les entreprises du numérique. Évidemment, françaises et européennes, ça va de soi. Deuxième proposition, c'est de réformer le droit de la concurrence, parce que le droit de la concurrence, et en particulier le droit, vous savez, qui permet d'empêcher que des acteurs dominants ne tuent leurs concurrents en les rachetant à outrance, c'est ce qu'on appelle le contrôle des concentrations, eh bien ce droit-là a très bien fonctionné avant le numérique, mais avec le numérique, il y a une panne. C'est-à-dire que si on regarde les acquisitions de Google, de Facebook, enfin d'un certain nombre de grandes entreprises en hyper-domination sur le marché, dans les années 2010, il y a une grande série d'opérations qui est passée sous les radars du contrôle des concentrations, tout simplement parce que le critère, c'est le chiffre d'affaires, et dans le numérique, parfois, il n'y a pas de chiffre d'affaires, ou il y a un chiffre d'affaires tout petit par rapport à la quantité de données engrangées. C'est ce qu'on appelle le marché gratuit ou biface. Et donc, on propose de réformer le droit de la concurrence sur ce point-là en ajoutant un critère de part de marché gratuit. Troisième proposition, on propose, ça a été très débattu cette proposition, mais c'est aussi celle qui a été saluée sur les réseaux quand on a présenté l'étude, donc je pense qu'elle est valable, c'est de créer des professions réglementées pour le numérique. C'est-à-dire que autant Napoléon Ier avait restauré les grandes professions du droit, notaire, avocat, ça a permis d'asseoir la France rurale, c'était les masses de granit dont parlait l'empereur à l'époque pour asseoir la stabilité française et la confiance. Napoléon III a lancé le commissaire aux comptes au moment de la naissance du capitalisme financier pour éviter les malversations et pour encore une fois donner confiance dans l'épargne publique, dans l'appel public à l'épargne, pardon. Et bien dans le numérique, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, bien sûr, il y a des gens de grande valeur, hein, mais il y a du tout et du n'importe quoi. Et dans les projets numériques et dans les outils numériques aussi, on pense que ça assainirait considérablement le marché que d'avoir des professions réglementées. Donc on propose de créer le commissaire à la donnée, ou le commissaire au numérique, qui serait le pendant du commissaire au compte, si vous voulez, qui auditerait les systèmes d'information des entreprises passé un certain seuil, évidemment. De créer aussi les auditeurs d'algorithmes, notamment pour l'IA, pour éviter, si vous voulez, qu'on mette sur le marché des IA qui aient des impacts épouvantables sur les droits et libertés des personnes, et de créer aussi, ou en tout cas de spécifier la diplomation d'ingénieur numéricien.
C'est-à-dire que pour nous, il faudrait des ingénieurs qui soient des ingénieurs numériciens ou des ingénieurs informaticiens, enfin peu importe, et dont l'intervention serait, dont la formation serait sanctionnée à l'école d'ingénieurs par des modules obligatoires, notamment d'ailleurs pour une culture générale numérique, et bien sûr des compétences techniques, et qu'ensuite, dans des grands projets numériques, leur intervention soit obligatoire. Et que ces 3 grandes catégories de professions répondent comme moi je suis avocat, je réponds vis-à-vis d'un ordre, d'une déontologie, d'obligations déontologiques, etc. Et si je manque à mes obligations, je peux être radié, et bien que ces professions-là répondent de la même manière en fait. Et ça assainirait si vous voulez, le marché numérique. Ça, c'est donc les propositions économiques. Les propositions éducation et recherche, il y en a 2. La première, c'est de créer un fonds européen pour soutenir la recherche fondamentale dans le numérique, parce qu'on est convaincu que l'Europe a perdu l'initiative technologique dans le numérique, parce qu'il n'y a pas assez, notamment, de recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, elle est essentielle, parce que la recherche appliquée vient après la recherche fondamentale. Et comme, du coup, on ne fait pas de recherche fondamentale, on ne fait que de la R&D appliquée, quand on en fait, et donc très souvent, on avale un peu comme des suppositoires, pardonnez-moi l'expression, mais les innovations qui viennent des autres continents et ça je crois que c'est partagé par plusieurs membres et partenaires du cercle, l'outil induit l'usage. C'est quelque chose d'ailleurs qui est largement partagé par la société Waller avec laquelle on a déjà échangé à ce sujet. Et donc on pense qu'il faut reprendre l'initiative. Donc on propose de créer ce fonds pour soutenir la recherche fondamentale et de créer aussi un prix type prix Turing ou prix Nobel pour récompenser les chercheurs ou les chercheuses français dans le numérique. La deuxième proposition de ce volet, c'est de lancer une grande campagne de sensibilisation citoyenne pour en finir avec l'indifférence et l'ignorance citoyenne qui en fait nourrit l'inaction politique. Alors on propose d'enrichir le programme scolaire parce qu'il y a déjà un enseignement du numérique mais il est embryonnaire, donc on propose de l'enrichir. Et on propose d'éditer un livret d'instruction civique numérique ou d'instruction numérique à destination des différentes classes d'âge pour en fait conscientiser, c'est une expression de le commissaire Anne Souvira qui a participé à cette proposition, pour faire prendre conscience aux gens des enjeux du numérique. Et pour nous, enseigner le numérique, c'est pas que apprendre aux gens à coder, c'est apprendre aux gens l'histoire, la géographie du numérique, ce que j'ai dit par exemple sur le fait que les serveurs sont pas dans les nuages, par exemple le fait que c'est aussi une conscience presque politique qu'il faut avoir. Quand on achète un service numérique, en fait, il y a des impacts sur la vie réelle. C'est pas virtuel. Donc l'enseignement du numérique, il doit être hyper englobant. Il ne doit pas être que technique. Et puis le troisième et dernier volet de nos propositions, c'est un volet juridique et politique. Alors juridique, la proposition vise à imposer l'hébergement ou le traitement de certaines données en Europe. On pense aux données de santé, on pense aux données de l'hyper-régalien, donc aux données de défense nationale évidemment, aux données d'éducation aussi, parce qu'on pense que c'est extrêmement dangereux que les données d'éducation, l'éducation nationale soient traitées ailleurs parce que c'est l'avenir, c'est nos enfants, et accessoirement, on sait très bien que quand on commence à traiter les données dont les enfants sont abreuvés, on finit par pouvoir manipuler les enfants évidemment. Donc on pense que les données qui relèvent de l'hyper-régalien devraient être hébergées ou à minima traitées par des moyens de traitement européens. Et la dernière proposition, qui émane d'ailleurs d'un diplomate qui connaît très très bien l'État, qui a une très grande expérience de l'État, ça a été de proposer qu'on crée une agence sous la responsabilité du Premier ministre, une agence de cybersouveraineté. En fait, le constat, c'est que quand l'État n'a pas d'organe, il n'exprime pas de fonction. Si je n'ai pas mes yeux pour voir, je ne vois pas. Donc l'État, en fait, il est aveugle sur le plan de la stratégie de souveraineté numérique pour la bonne et simple raison, d'après ce qu'on a compris, que en fait, il n'avait pas d'organe pour s'en occuper. Alors nous, on a eu des grands débats dans le groupe, parce qu'il y en avait qui étaient partisans, j'en étais un d'ailleurs au début, de la création d'un ministère du numérique. Et en fait, on a fini par se convaincre qu'il fallait plutôt que ce soit sous égide du Premier ministre et sous la responsabilité également du Président de la République. Et donc cette agence, elle serait là pour aider le Premier ministre à impulser une stratégie interministérielle de souveraineté numérique. Parce que soyons clairs, le numérique, c'est un sujet présidentiel en fait. C'est pas un sujet ministériel, c'est pas un sujet, c'est un sujet véritablement présidentiel. Parce que ça innerve tous les domaines de la politique. Je pense qu'entre le cercle de la donnée, et d'ailleurs je vais même élargir au groupe de travail Cercle Agora et Waller, on partage énormément de valeurs. Je vais en citer une. D'ailleurs,
D'ailleurs, ma citation est vraiment une citation, puisque pour le coup, ça émane de Thomas Fauré, président de Waller, c'est que l'outil induit l'usage. Cette formule, elle n'est pas de moi, elle est de Thomas Fauré, et elle nous a véritablement éclairé, parce que quand Thomas me l'a dite, on était en pleine rédaction en fait, de l'étude, et je me souviens l'avoir répercuté auprès des membres du groupe de travail, et c'est ce qui a fait naître notamment la proposition de réinvestir dans la recherche fondamentale européenne. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai, en fait, le problème, c'est qu'en Europe, on est dominé aussi parce qu'on adopte des outils qui ont été designés, qui ont été pensés, avec des fonctionnalités qui ont été pensées par des ingénieurs ou des stratèges, peu importe, qui ne sont pas européens. Donc, un, on n'a pas les mêmes intérêts qu'eux, et puis deux, on n'a pas la même culture. Et donc, trois, on n'a pas forcément les mêmes valeurs non plus. Et donc, en fait, il faut absolument utiliser des outils européens, donc il faut commencer par en reproduire déjà, parce qu'on n'en produit plus, il faut en produire beaucoup plus, il faut en produire, et puis ensuite il faut les utiliser, ces outils européens, parce que ces outils finalement c'est le reflet de nos valeurs. Donc je vous parlais tout à l'heure au début de l'interview des réseaux sociaux qui font des grands dégâts, parce qu'il y a des fonctionnalités que nos jeunes et nos moins jeunes utilisent sans discernement, parce qu'elles sont déjà offertes par défaut. On voit bien que sur des réseaux sociaux, par défaut, il y a des choses qui ne devraient pas être par défaut. Dans la vie, je ne vis pas dans une maison avec que des vitres, y compris dans ma salle de bain. J'ai une maison avec des murs opaques et c'est pas pour rien si dans certaines pièces, il n'y a pas de vitres, en fait, ou il y a une porte qui ferme à clé, en fait. Donc les réseaux sociaux notamment, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, sont des outils qui sont paramétrés et ce paramétrage a un impact en fait sur nos vies. Donc je crois que ce qu'on partage avec Waller, c'est notamment le fait que l'outil n'est évidemment pas neutre. Et donc il faut clairement se remettre à produire européen et à utiliser européen.